l'intelligence artificielle. On en parlera tout à l'heure avec M. Georges Abraham. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, en abrégé IA, est la discipline qui consiste à construire des programmes d'ordinateur tendant à imiter l'intelligence humaine. Alors que l'informatique manipule mécaniquement l'information, l'intelligence artificielle formalise la connaissance et le raisonnement humain. En France, l'expression intelligence artificielle a été mentionnée pour la première fois en 1964. Dans certains articles édités par les pionniers de ces disciplines, les textes fondamentaux relatifs à l'intelligence artificielle ont été publiés en 1953 au USA. Mais c'est en 1969 que l'expression est officiellement utilisée à l'occasion de la première International Conjoint Conference on Intelligence Artificial, tenue la même année à Washington. On a noté énormément de choses dans cet élément introductif, mais d'abord, Georges Abraham, vous qui êtes intégrateur d'intelligence artificielle, est-ce que vous confirmez ou vous infirmez des détails dans cet élément qu'on vient de voir? Bien, bonjour Mohamed Kanté et bonjour à tous les téléspectateurs de RTI 2. Nous avons suivi effectivement ce document relatant l'intelligence artificielle, sujet qui avait vaguement été proposé de notre édition précédente. Cet élément, effectivement, dit des choses assez correctes, mais j'infirme par moments cet élément. D'accord, vous n'êtes pas d'accord avec certains points dans l'élément? Effectivement, pas totalement, on va dire. C'est juste un appui à cet élément que je voudrais apporter. Décidément, ce matin, on est d'accord et on n'est pas d'accord depuis le début. Alors, on est d'accord justement d'un point. Et de notre point, je pense que cet élément admet des limites et il se doit de pouvoir montrer toutes les facettes que regorge cette expression d'intelligence artificielle à nos téléspectateurs. D'accord. Afin qu'ils puissent comprendre en termes pratiques ce que ça représente. Allons-y alors. Bien. Cet élément tout à l'heure nous a signifié que l'intelligence artificielle est une discipline qui consiste à construire des programmes d'ordinateur donc tendant à imiter l'intelligence humaine. Et nous dit aussi que, tandis que l'informatique manipule mécaniquement les informations, l'intelligence artificielle formalise la connaissance. De prime abord, nous devons relever des mots essentiels pour mieux faire comprendre à nos téléspectateurs ce qu'on appelle intelligence artificielle. Le document ici nous a dit que l'informatique manipule mécaniquement les informations. Donc déjà, nous devons savoir qu'est-ce qu'on entend par informatique, évidemment. L'informatique vient de deux mots, à savoir l'information et automatique. Donc c'est le traitement automatique de l'information. Et l'informatique est dissociable à l'ordinateur qui s'inscrit dans le cadre de la technologie moderne. Et pour la petite parenthèse, je vais vous dire que l'informatique est née avant l'ordinateur. Ça paraît assez utopique, mais effectivement, c'est une réalité avec la calculatrice. On va s'arrêter là. L'informatique est née avant l'ordinateur. Évidemment. Donc le premier outil d'informatique, c'était la calculatrice, tout simplement, par Pascal. Par Pascal. Le système était tout simple, étant donné que l'informatique se définit comme un système dans lequel on envoie une information et qui nous donne un résultat très mécaniquement, donc de façon stéréotypée. C'était un système de grammage qui servait à calculer, évidemment. Donc, avec des masses marquées que vous déposez, et en fonction de ces masses-là, vous pouvez par exemple avoir le grammage total et autres. Donc, l'informatique, ce n'est pas l'ordinateur, c'est simplement un traitement mécanique de l'information. C'est pourquoi l'intelligence artificielle essaie de s'agripper à cet outil-là avec l'avènement de l'ordinateur. En un mot, l'intelligence artificielle vient parfaire l'informatique. L'informatique avec l'avènement de l'ordinateur. Vous savez, l'ordinateur, c'est ce composant électronique qui sert à traiter aussi les informations de façon mécanique. Avant de continuer, pour la petite parenthèse, l'ordinateur ne connaît que 0 et 1. Donc, c'est un outil aussi mécanique. Et qui a un système binaire. Qui a un système binaire, donc une suite de 0 et 1. En langage informatique, quand vous voulez dire A, c'est une suite de 0 et 1 tout simplement. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez dans l'ordinateur est stéréotypé. Ce n'est que 0 et 1. Donc c'est l'intelligence artificielle qui nous fait découvrir d'autres facettes
de cet outil de traitement d'information-là. Vous souvenez-vous, à l'époque de l'avènement de l'informatique, on avait tout simplement un écran tout noir avec des chiffres. Et donc, l'informatique était seulement destinée à des mathématiciens, à des personnes évidemment qui développaient des algorithmes, donc des théorèmes mathématiques, et qui essayaient de l'appliquer de façon électronique, donc des fonctions qui donnaient un résultat mécanique et tout. Avec l'intelligence artificielle qui s'est agrippée à ce thème d'ordinateur-là, nous avons aujourd'hui des programmes assez conviviaux et tout. D'accord. En un mot, l'intelligence artificielle est venue enjoliver l'informatique, venir rendre l'informatique vraiment flexible et l'intégrer au quotidien. Effectivement. Mais comment? Là, il y a la question. Tout simplement, comme ce document nous l'a dit tout à l'heure, c'est une discipline qui consiste à construire des programmes d'ordinateur. Donc, on doit savoir la notion de programme d'ordinateur. Qu'est-ce qu'un programme d'ordinateur? C'est tout simplement une application écrite dans un langage informatique permettant à l'être humain de donner des consignes à cette machine-là. Donc, cette machine qui l'exécute en fonction de toutes les conditions que nous allons voir tout à l'heure. D'où son nom, ordinateur, ordonné, et moi j'exécute. Effectivement, très bien, ordinateur. Pour entrer dans la question de l'affirmation et l'information, votre document tout à l'heure a dit que c'est en 1969 donc, que l'expression a été officiellement utilisée à la International Joint Conference on Artificial Intelligence et tout. Mais j'infirme un peu cette information. C'est plutôt au congrès de Dartmouth en 1956 que l'expression l'intelligence artificielle a été proposée pour la première fois, étant donné qu'il y avait cette émergence de l'outil de l'ordinateur. Et pour ma part, si tant est que cette appellation a eu du succès, c'est parce que sans doute elle résume l'énoncé de la problématique avec une économie de mots formidable, qui était tout simplement la possibilité de concevoir des machines intelligentes. Mais tous les chercheurs ne s'accordent pas sur cette définition-là. Ils n'entendent pas par intelligence artificielle cela. Donc, il en a de même pour la date aussi. Il existe justement deux groupes. Donc la grande question est de savoir que signifie en effet construire une machine intelligente. Deux réponses, évidemment, ont scindé ces chercheurs-là. D'une part, d'autres préconisent qu'une machine sera considérée comme intelligente si elle réussit à reproduire le comportement de l'être humain, évidemment. Et d'autre part, l'autre communauté de chercheurs définit l'intelligence artificielle, une machine intelligente du moins, comme une machine capable de modéliser le fonctionnement de l'être humain. C'est vrai que c'est un jeu de mots dans la langue de Molière, mais c'est assez subtil. Là, on se retrouve dans un versus qui est comportement humain, donc reproduction du comportement humain, et d'autre part, modélisation du comportement humain. Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien faire comprendre aux téléspectateurs ce que ces deux notions-là, dans le sens d'intelligence artificielle, veulent dire. Je vais prendre un exemple palpable. On joue très souvent au jeu d'Awalé, qui est un jeu de notre tradition africaine, évidemment, qui date de l'ancienne Égypte. Le jeu d'Awalé est un jeu qui nécessite quand même une intelligence un peu particulière. Donc, savoir compter, évidemment, et réfléchir à des stratégies assez intéressantes, un peu comme le jeu d'échecs et tout. Si tant est qu'on prend la première définition, qui est que l'intelligence artificielle reproduit le comportement d'un être humain, dans ce cas-là, si nous devons retranscrire ce jeu d'Awalé dans un programme informatique d'intelligence artificielle, il y aurait que ce programme-là, tout simplement, analyserait ces dizaines, ces centaines de places-là et pousserait les pions, tout simplement, en fonction des places libres, tout en respectant les règles du jeu, évidemment. Mais dans le second concept, qui est que nous devons considérer l'intelligence artificielle comme la modélisation du fonctionnement d'un être humain, nous allons recréer ce programme comme suit. Nous allons d'abord aviser des experts de l'Awalé et savoir les stratégies qui sont prises en compte dans ce jeu-là. Et donc, non pas jouer forcément selon les règles, mais selon l'intuition et selon certaines statistiques. Donc, évidemment, des personnes qui aiment jouer au centre, des personnes qui aiment pousser des pions. Et donc, cette intelligence-là sera fonction de
de l'homme. D'accord. Excusez-moi. C'est ce qui explique, par exemple, le fait qu'on convoque les joueurs, les stars des pelouses vertes lorsqu'on veut faire des jeux vidéo de football. On les convoque, Très évidemment. on les convoque, on les met dans des situations d'adversité, de coups de tête, de jeux de jambes, de dribble, et on enregistre cela, et c'est ça qu'on communique à leur icône dans le jeu vidéo. Très évidemment. Vous comprenez, évidemment, cette intelligence, ça s'applique dans le domaine du jeu vidéo. Donc, il ne suffit pas simplement de prendre la balle et d'aller marquer, non, mais d'analyser la stratégie du camp adverse et en fonction, adapter la dynamique d'évolution de ce jeu-là. Donc, plus l'utilisateur utilise des techniques assez avancées d'experts, il faudra évidemment que l'ordinateur analyse ces techniques-là et cherche à s'intégrer. Donc, c'est cette seconde définition-là qui, aujourd'hui, est la plus prise en compte dans le domaine de l'intelligence artificielle et tout. D'accord. On va avancer pour nous intéresser à une notion dans l'intelligence artificielle qui se définit alors comme une science qui reproduit, qui calque les comportements humains afin que ces comportements soient reproduits par des machines qui pourront suppléer aux efforts humains. Il y a le système d'experts qui est une notion intéressante et importante pour l'intelligence artificielle. On a fait une recherche dessus, on suit l'élément et puis on revient tout de suite. Un système d'experts est un logiciel ou programme qui se caractérise par sa capacité de raisonner par interférence logique à partir d'un problème posé par l'utilisateur. Le système se sert d'une base de connaissances et d'un ensemble de règles dites de production constituées par un expert humain. Au début des années 60, certains chercheurs avaient déjà l'idée que les lois du raisonnement, combinées avec la puissance de l'ordinateur, pourraient produire des systèmes dépassant les capacités humaines. En 1961, l'Américain J.R. Stragle a soutenu une thèse de doctorat sur un programme pour la résolution d'un problème d'intégration symbolique en mathématiques. C'est le point de départ du projet Sound Symbolic Automatic Integrator, point culminant expérimenté par deux chercheurs W.E. Martin et R.G. Fatman. En constant développement depuis lors, ce projet nommé Maxima surpasse aujourd'hui quasiment tous les experts humains pour le calcul symbolique intégral et différentiel. Les premiers systèmes d'experts opérationnels ont apparu au début des années 70. Il en existe aujourd'hui des milliers dans des milieux aussi variés que différents tels que la médecine, la prospection minière, etc. Voilà. Le système d'experts, c'est un système qui, selon cet élément-là, peut dépasser les capacités humaines. Effectivement, avant d'aborder ce thème de système expert, j'aimerais tout d'abord dire que ce fantasme-là n'est pas né de la dernière pluie, en fait. Ce fantasme de pouvoir construire des programmes qui dépassent les capacités humaines date de l'Antiquité. Je vais prendre un exemple tout simple. Par exemple, dans la mythologie des Juifs, il existe le golem. Le golem qui est une sorte d'automate construit en statue d'argile ou de pierre qui accomplit des tâches, évidemment pour aider l'homme dans son quotidien. Et aussi, nous avons le dieu forgeron qui a eu à créer une statue en or. Donc une statue qui avait les mêmes capacités que l'être humain qui réfléchissait pour aider son fils, évidemment le prince. C'est vrai que ça reste tout de même des mythes, mais ces mythes-là datent, je vais dire, du XVIe siècle. Le fait déjà d'exister, je pense que ça milite en faveur de ce que vous venez de dire. Effectivement. Que ça ne date pas d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Ce qui veut dire tout simplement que ce désir-là de créer des systèmes experts date de très loin. Pour définir tout simplement le système expert, je vais dire que le système expert est un logiciel capable de répondre à des questions en effectuant un raisonnement à partir de faits simplement connus. Donc, c'est une approche pour aboutir à l'intelligence artificielle. Je vais dire même que c'est les premiers tâtonnements qui ont donné lieu à la IA. Mais nous devons comprendre de quoi est composé concrètement le système expert. Alors, le système expert se compose
de trois parties essentielles, à savoir, nous avons une base de faits, nous avons une base de règles et un moteur efférent. Donc, moteur efférent qui est capable d'utiliser ces faits et ces règles et produire de nouveaux faits, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on entend par base de faits? Base de faits, c'est un ensemble de données qui produisent des actions en fonction des réactions. Tout simplement, j'ai inscrit dans une base de données que lorsque Mohamed Kanté me dit bonjour, je dois tout simplement dire bonjour quand c'est le matin. Mais en même temps, une base de règles, comme je disais tantôt. Si nous nous trouvons le soir, il y a une contrainte qui s'impose. Donc la base de faits ne suffit pas pour pouvoir donner une réaction, donc faire évoluer ce moteur inférent-là. Si nous nous trouvons le soir, il y a une règle qui dirait que lorsque la lune se lève, ce n'est plus bonjour qui est valide, mais c'est bonsoir. Donc, c'est cet ensemble de règles-là, par analogie à l'être humain, qui nous donne ce qu'on appelle le système expert, tout simplement. Et le premier système expert s'appelait le Dendral. Évidemment, a été créé par un éminent mathématicien en 1965. Et il consistait tout simplement à analyser des composants à partir de constituants chimiques, de spectrométrie. Donc, vous avez la base de faits, qui était déjà des atomes et tout. Vous avez la base de règles, donc des indicateurs. Et aussi, vous avez les moteurs efférents. Bon, à ce stade-là, on va dire que la base de règles et les moteurs inférents étaient un peu assimilés. Voilà. Est-ce qu'on se trompe, par exemple, si on disait que c'est sur les bases du système d'experts qu'il y a des portes qui s'ouvrent par la reconnaissance d'empreintes digitales. On peut faire les retraits à partir de sa carte magnétique parce que il y a les données qui ont été incrustées dans la carte là, ont été reconnues par le terminal. Est-ce que c'est des produits du système d'experts, ça? Bien, c'est une belle question parce que je tiens à signifier que le système expert a connu ses années de gloire dans les années 80, évidemment, mais malheureusement était un peu trop lourd parce qu'on n'avait pas, évidemment, l'ordinateur pour avoir une évolution beaucoup plus dynamique du traitement de l'information. Donc, lorsque les conditions devenaient assez complexes, évidemment, on ne pouvait pas traiter ces informations-là. Ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle le langage de l'IA. Très bien. Le langage de l'intelligence artificielle, on a aussi traité ce sujet-là et on espère que ça va rencontrer votre approbation. Alors bien. Le langage de l'intelligence artificielle, 1956. Les besoins en calcul formel et en raisonnement logique ont conduit à un style de programmation totalement nouveau. On peut recenser aujourd'hui plus d'une centaine de langages de programmation en intelligence artificielle. Tout a commencé en 1956 avec HiPL, un langage logique conçu par les Américains Hay Nerwell, D. Shaw et F. Simon. Leur projet de langage en intelligence artificielle a servi à mettre au point Logic Theorist, capable de résoudre des problèmes de logique mathématique. Par ailleurs, le Lisp Processing, en abrégé LISP-P, créé en 1958, est malgré son âge le langage le plus utilisé en intelligence artificielle. Il s'agit d'un concept particulier de traitement de liste. Voilà, si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez, on garde les contacts sur RTI2 et il est 8h44 minutes. Là, on vous rappelle que l'on est en train d'essayer de comprendre l'intelligence artificielle qui est autour de nous aujourd'hui. Dans tous les secteurs d'activité, on est confronté à cela et ça crée quelques frictions par moment entre les conservateurs, ceux qui sont habitués aux anciens systèmes de fonctionnement des outils dans les entreprises et ceux qui viennent intégrer de nouveaux systèmes. On va essayer de comprendre cela dans la dernière partie pour savoir si ce n'est pas un déficit de pédagogie entre vous et le personnel exploitant des machines nouvelles. Voilà. On va arriver à cela. Maintenant, la curiosité, c'est de savoir quel langage l'intelligence artificielle utilise aujourd'hui pour atteindre ses objectifs. Bien, d'abord, je disais tout à l'heure, pourquoi le langage? Le langage, évidemment, a été constitué parce qu'il y a une notion qui n'était pas prise en compte dans le système expert, ce qu'on appelle la variable.
La variable peut être aléatoire ou définie. Je vais mieux expliquer aux téléspectateurs en termes pratiques. Vous devez par exemple constituer un système expert pour lequel un utilisateur âgé de plus de 40 ans ne devrait pas pouvoir ouvrir une porte. Le langage dirait que lorsque qu'une personne vient, évidemment, il faudrait reconnaître que c'est une personne par ses signes distinctifs et tout. Et entre son âge, un premier mécanisme, donc une base de faits, un peu comme le système expert, mais là, dans le langage, je dirais qu'il faudrait entrer l'âge. Donc l'ordinateur fait un calcul. Là, on entend par calcul fonction. Ce qui veut dire que le langage intègre des fonctions, comme l'addition, la multiplication et autres. Et après avoir calculé, il y a ce qu'on appelle la syntaxe. La syntaxe est un ensemble de conditions. Donc, on va simuler par exemple un langage expert, le PHP tout simplement. Je dirais par exemple que si if, la variable, donc l'âge, inférieur par exemple à 40, une autre variable, echo en fait dans le langage informatique qui veut dire affiche, plutôt PHP, vous n'êtes pas autorisé à accéder à cette porte. Pour dire simplement que la première variable est l'âge. La seconde variable est l'âge figurant, mais une variable statique, donc qui ne change pas. Il y a un comparatif qui est fait entre la variable qui est l'âge et la variable comparative qui est statique et tout. Je vais aller un peu plus en profondeur parce que là, peut-être c'est un peu trop technocrate. Ouais, c'est technocrate et Voilà. technique. Dans la langue française, vous avez ce qu'on appelle l'orthographe, la grammaire. Oui. C'est un ensemble de règles qui définissent. Une phrase commence par une lettre majuscule, se termine par un point. Dans le langage informatique, c'est pareil. Donc, je prends le cas du PHP. Quand vous devez commencer par exemple le PHP, vous mettez un signe comparatif, vous mettez un point d'interrogation, vous dites PHP. C'est pour dire tout simplement que à toi ordinateur, je veux te parler en PHP et tout. Ce qui différencie les langages, c'est tout simplement la flexibilité de ces langages-là. D'accord. Je prends un exemple tout simple. Vous avez le C++, qui est un langage plus machine, qui est plus axé sur les calculs mathématiques, donc beaucoup plus utilisé pour des fonctions mathématiques, étant donné qu'elles prennent en compte des conditions beaucoup plus complexes. Donc le C++. Vous avez le PHP qui est un langage serveur, donc qui s'adapte à Internet. Le PHP, c'est un peu le visuel du dynamique sur Internet. Vous connaissez aujourd'hui l'avènement des réseaux sociaux. Je ne dirai pas le nom. Et nous sommes sans cesse sur ces réseaux-là. Mais ces réseaux intègrent des intelligences artificielles comme des listes automatisées et beaucoup d'autres choses. Et c'est le langage PHP qui le permet. Quand vous êtes une fille, par exemple, que vous devez vous inscrire, il y a des conditions et tout. Après, vous êtes inscrit, par exemple, lorsque vous entrez, vous avez la couleur rose qui s'affiche. Et c'est ce langage-là. C'est des codes sources qui ont été entrés. C'est comme la langue française. C'est par là que les gens doivent comprendre le langage informatique. Tous ceux qui font la filière de l'informatique, l'intelligence artificielle, de la programmation, apprennent tout simplement le français de l'informatique. Donc, apprennent à dire bonjour en langue informatique. C'est stéréotypé. Que je parte en Chine, que je parte au Japon, que je parte en Angleterre, dire bonjour en français, c'est bonjour. Mais dire bonjour dans une machine, c'est aussi des règles déjà classifiées. Voilà, d'accord. On va dire ça comme ça. Voilà, on a répertorié quelques prouesses de l'intelligence artificielle. La liste n'est pas exhaustive. Quelques prouesses qui permettront aux populations, par exemple, de se rendre compte de l'importance et de l'utilité de l'intelligence artificielle dans pas mal de domaines d'activité. L'ordinateur qui corrige les copies 2000. Avec ces trouvailles, il n'y a plus de réaction affective élève-professeur dans le cadre des corrections des copies, parce que le correcteur de l'interro, du devoir, de l'examen et du concours ne sera plus un professeur, mais un logiciel au nom de Intelligent Essay Assessor, de Thomas Landoway et Peter Folds, tous deux de l'université de Boudet dans le Colorado, USA. Il travaille depuis une dizaine d'années sur ce logiciel, basé sur le principe de l'intelligence artificielle. Les tests sont concluants. L'ordinateur est d'accord avec les correcteurs humains sur la qualité et le contenu des copies des étudiants.
La traduction simultanée 1993. La première démonstration mondiale de la traduction simultanée d'une conférence téléphonique par ordinateur a eu lieu en janvier 1993. Ainsi, un japonais et un américain et un russe ont communiqué en vidéoconférence dans leurs langues respectives. Cette prouesse a été réalisée par le système Janus et Consortium for Speech Translation Research, regroupant des scientifiques du Japon, des USA et de la Russie. On garde le contact sur RTI2, c'est le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Les contenus diffèrent selon qu'on se situe en début, en milieu ou en fin de semaine. Alors, nous sommes en train de comprendre l'intelligence artificielle avec M. Georges Abraham, qui, je le rappelle, est intégrateur d'intelligence artificielle IA. Alors, au vu de ce qu'on vient de vivre, on peut dire qu'il y a une inquiétude. Des ordinateurs qui vont désormais corriger des copies, où vont les professeurs, des ordinateurs qui permettent la traduction simultanée. Qu'est-ce qu'on fera des traducteurs demain? Est-ce qu'on ne tend pas vers une déshumanisation de la société face à cette folie progressive de la technologie via l'IA? Bien, vous savez, cette question, on se la pose sans cesse. Parce que l'ordinateur, ça fait peur. La machine, ça fait peur. Les automates, la robotique, ça fait peur. Mais je vais vous dire quelque chose avant de continuer. L'ordinateur ne pense pas. Et l'ordinateur est stéréotypé. Quel que soit ce que vous allez donner à l'ordinateur, elle est déjà programmée pour une réponse bien précise. C'est vrai que nous avons des variables. Donc les variables, évidemment, dont nous avons fait part tout à l'heure, qui sont la réaction, fonction de cet événement variable-là, mais il y a des éléments qui ne sont pas pris en compte par l'ordinateur. Vous avez l'émotion, par exemple, qui est un élément essentiel aussi. Mais l'ordinateur contribue au bien-être de l'homme. L'ordinateur a toujours besoin de l'homme pour fonctionner, parce qu'il y a des problèmes qui restent très complexes que l'ordinateur ne peut résoudre et tout. Je vais prendre par exemple le cas de ce que vous avez tout à l'heure signifié. Vous avez signifié le Intelligent SI Assessor de Thomas, qui est un programme qui consiste à construire un système de e-learning, donc à corriger des copies par la machine. Ce programme-là connaît un échec, ça faudrait le dire. Bien qu'il y ait un succès triste, mais connaît un échec. Parce qu'il y a certains paramètres qui ne peuvent être pris en compte par l'ordinateur. Comment il fonctionne d'abord? Il analyse le champ sémantique, le champ lexical, fait une sorte de synthèse de la classification des mots et il reste là. Mais l'ordinateur ne créera jamais des mots. Ça, faudrait le dire. D'accord. L'ordinateur ne peut faire du néologisme. Le néologisme qui est par exemple une figure de style qui est propre à l'être humain. Donc, créer des mots à partir de syllogismes, de concepts, l'ordinateur et la machine, c'est divergent. Alors, donc, l'inquiétude va se dissiper. L'ordinateur est là au service de l'homme. Donc, les secteurs d'activité, les différentes compétences ne seront pas mises en doute parce que les machines sont là aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui est récurrent dans les services qui intègrent l'IA, l'intelligence artificielle, c'est que les utilisateurs qui sont habitués aux anciennes pratiques ont quelques difficultés avec les intégrateurs. Est-ce que ce n'est pas un déficit de pédagogie de votre part? Parce que bon, le monsieur il est habitué à travailler avec une caméra à cassette. Aujourd'hui, on va lui donner une caméra à carte. Il doit faire une émission avec des machines au numérique. Au moins de problème, on dit il faut solliciter l'intégrateur. Il revient de très loin pour réinstaller et il répare. Est-ce que ce n'est pas ce plaisir-là que vous menez vers la fin? Vous savez, pour répondre à votre question, la technologie évolue à une vitesse fulgurante. La dynamique d'évolution de cette technologie-là ne peut être prise en compte que lorsque nous nous mettons à jour au quotidien. C'est comme un cheval, évidemment, de rodéo. La plus grande difficulté est de pouvoir rester sur le cheval le plus longtemps possible. Vous comprenez.
On aura plaisir à... Moi, plaisir évidemment à défendre ce sujet la prochaine fois. Ouais, prochainement, parce que la technologie est fabuleuse. le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Nous vous remercions de votre attention. Georges Abraham, intégrateur d'intelligence artificielle.